Bonjour à tous, bienvenue dans cet atelier apnée du sommeil et insomnie organisé par l'INSV et nous trois médecins que je vais présenter ensuite. Donc je remercie l'INSV, je remercie également les centres BioSerenity. Donc les centres BioSerenity, ce sont 8 centres de sommeil répartis notamment sur l'Est et le Sud de la France. Ce sont des centres où se font la prise en charge, où se fait la prise en charge des troubles du sommeil en partant du diagnostic jusqu'au traitement. Donc, ces centres sont assez récents, sont partis d'une start-up il y a environ 2 ans et leur nombre va croissant en France. Donc, je vous présente le docteur Bruno Montpessin, qui est ORL dans le centre d'Olliour qui est situé vers Toulon, donc dans le centre BioSerenity. Il va nous parler du rôle de l'ORL au niveau des apnées du sommeil. Ensuite, le docteur Sandrine Launois, que vous avez déjà vu dans des topos précédents, qui est installée au centre BioSerenity de Jaurès à Paris, va nous parler également des apnées du sommeil, plus sur le versant traitement et prise en charge. Et moi-même, pour finir, donc je suis dans le centre BioSerenity du Creusot, en Saône-et-Loire. Et là, je vous parlerai d'apnée et insomnie, puisque une fois que les apnées sont traitées, parfois il reste une insomnie. Donc, je passe la parole à Bruno, et je voulais vous dire aussi que cet atelier donc, était interactif. Dans une première partie, nous allons vous présenter quelques diapos, mais rassurez-vous, elles seront en nombre assez restreint. Et après, la place sera aux questions sous la forme du chat. Et je vous invite à poser ces questions dans questions et non pas dans le chat. Voilà, je laisse la parole à Bruno. J'arrive, j'essaye de... Voilà, j'avais pas de problème tout à l'heure. Et là, évidemment, hop. Donc, on fait un partage d'écran. Voilà. Isabelle, est-ce que tu peux m'assurer que tu vois bien? Oui, c'est bon. OK. Bon, très bien. Merci de ton intro, Isabelle. Donc, moi, donc Bruno Montpessin, je suis de ORL et je vais vous parler plutôt un petit peu tout ce qui est traitement, avec d'abord une diapo d'introduction. Voilà. Donc, pour vous dire que le syndrome d'apnée-hypopnée du sommeil est une pathologie qui représente à peu près 400 millions de sujets dans le monde, avec 6% de femmes, 14% d'hommes, cliniquement significatif, et quand même une pathologie largement sous-diagnostiquée. On parle d'apnée et d'hypopnée pour définir un obstacle ORL dans la partie molle de la structure respiratoire ORL, c'est-à-dire entre la base, l'arrière-nez et le larynx, qui eux sont des structures totalement rigides. Donc à ce niveau-là, vous avez des structures molles, des muqueuses, du muscle, des structures lymphoïdes pour le système immunitaire, qui, en fonction de la dépression de l'inspiration, peut entraîner un collapsus complet, c'est ce qu'on appelle l'apnée, ou partiel, c'est ce qu'on appelle l'hypopnée, de cette partie respiratoire ORL avant que l'air n'arrive au niveau des poumons. Ceci est d'autant plus favorisé par le décubitus dorsal, c'est-à-dire le fait d'être allongé la nuit et par la position sur le dos. Les facteurs de risque les plus reconnus dans cette pathologie, c'est effectivement l'obésité, qui est un facteur de risque important chez l'adulte. Et simplement cette diapo, ce schéma pour vous montrer que l'obésité, surtout à caractère abdominal, a un effet sur le fonctionnement du muscle le plus important dans la respiration, qui est le diaphragme, qui permet en se contractant, tirant vers le bas, d'ouvrir les poumons et en remontant, d'expulser l'air. Le fait que la graisse gêne au niveau de l'expansion du diaphragme fait que la structure des voies respiratoires sera moins tendue, sera moins rigidifiée et favorisera, voyez, jusqu'en remontant au niveau du larynx, au niveau de la sphère ORL, favorisera le collapsus, c'est-à-dire la fermeture. L'autre facteur de risque qui paraît évident lorsque on peut ouvrir la bouche de vos enfants, c'est effectivement l'hypertrophie des structures amygdaliennes
rénalienne, mais aussi, il faut savoir regarder aussi le profil des enfants, car la petite mandibule, le menton fuyant, l'aspect rétrognate et la respiration buccale, ce qu'on appelle aussi le faciès adénoïdien, c'est-à-dire l'hypertrophie de l'autre structure lymphoïde importante ORL, qui est les végétations au fond du nez, empêche la respiration nasale et favorise ce type de développement de position de langue et la respiration buccale. On va aborder maintenant directement la prise en charge un peu générale et ensuite et aussi plus spécifiquement ORL au travers des mesures générales. Il faut toujours parler dans une prise en charge d'un apnée, même si toutes les apnées et hypopnées sont pas liées à une surcharge ou à une obésité. Il faut toujours prendre en charge l'aspect général du sujet, c'est-à-dire l'exercice et son aspect nutritionnel pour que la prise de poids ne soit pas un facteur aggravant. Ensuite, nous avons bien sûr, ce que vous connaissez, les mesures instrumentales qui permettent de ouvrir les voies aériennes, essentiellement sous une forme de pression de l'air inspiré, de l'air ambiant, c'est pas de l'oxygène bien sûr, c'est l'air inspiré au travers d'une petite machine qu'on appelle une pression positive continue, qui va effectuer une sorte de rigidification des structures molles de l'ORL, de la structure ORL, une sorte d'attelle pneumatique pour élargir la voie respiratoire et qu'elle ne se ferme pas, ne se collape pas au moment de l'inspiration, qui est la partie la plus dépressive de la respiration. Et puis, lorsque ce traitement pourrait être prescrit de façon large sur beaucoup de sujets, mais si on veut avoir une discrimination en fonction des gens, en fonction de leur âge, en fonction de leur poids, en fonction de leur morphotype, on pourra proposer une orthèse de propulsion ou d'avancée mandibulaire. Donc, le but, c'est d'avancer la mandibule grâce à deux appareils dentaires, un maxillaire, l'autre mandibulaire, rattachés par une petite biellette qui pousse en avant la mâchoire, et en poussant en avant de quelques millimètres la mâchoire, et on avance les insertions naturelles, anatomiques de la base de la langue, ce gros muscle qui tombe comme un gogue de cloche dans la gorge et qu'on appelle le génioglosse. Et donc l'orthèse va être là pour ouvrir en arrière l'oropharynx et l'hypopharynx pour permettre, lors de l'inspiration, de rigidifier les structures ORL et éviter la fermeture, le collapsus. Il y a aussi des techniques chirurgicales. Ces techniques chirurgicales vont surtout être indiquées chez l'adulte jeune et chez l'enfant, bien sûr sans obésité, pas que l'obésité soit une franche contre-indication, mais c'est un risque de succès bien moins bon. Donc on évitera les surcharges pondérales dans la prise en charge chirurgicale. L'intérêt et l'évolution qui s'est passée au niveau de l'ORL, c'est que l'ORL s'investit dans le diagnostic de la zone la plus obstructive de la structure de sa sphère, soit au niveau de la base de langue, soit au niveau du nez, soit au niveau de juste au-dessus du larynx, comme vous voyez sur cette diapositive, ce qu'on voit ici, ce qu'on appelle l'épiglotte. Le larynx est là, et là vous avez une sorte d'hypertrophie du tissu lymphoïde qui bascule l'épiglotte en arrière. Il va fermer au moment de l'inspiration, va fermer le larynx, l'accès de l'air au larynx. La technique la plus classique, bien sûr, c'est l'amygdalectomie que les ORL connaissent depuis des décennies, mais qui ont été effectivement toujours décriées parce que c'est pas toujours une intervention agréable, c'est pas toujours aussi une intervention simple et sans risque, mais entre des risques hémorragiques effectivement et le développement intellectuel, psycho-intellectuel et mental d'un enfant, les choses peuvent être tout à fait discutées. De telles hypertrophies, comme vous voyez sur la diapo, peuvent très bien expliquer que lors de l'inspiration, ces deux amygdales se font la bise et ferment totalement l'oropharynx. Voilà. L'autre chirurgie qui est actuellement aussi en exergue au niveau ORL et maxillofacial, c'est la chirurgie des bases osseuses. Si vous voulez, c'est la chirurgie du squelette
faciale, dans le sens où je vous ai dit que la base de langue qui s'accrochait sur la mandibule a souvent, notamment dans le profil que vous voyez rétrognate, une tendance à être trop postérieure et basculer en arrière lors de la position de décubitus dorsal. Pour éviter cela, on peut avancer ces structures et ces bases osseuses d'insertion de la langue, tant au niveau du maxillaire supérieur. Là, vous avez des plaques qui ont été vissées parce qu'on a avancé, on a sectionné le maxillaire supérieur juste au niveau de la fosse nasale. Et là, ça a été sectionné juste en avant, tout en protégeant le nerf dentaire, c'est-à-dire qui donne la sensibilité de la langue et la sensibilité au niveau des dents. Cette avancée va permettre d'avancer la position de la langue et donc augmenter la taille de l'oropharynx, augmenter la respiration postérieure. Ça a un impact au niveau facial, hein, vous voyez, ça peut corriger certaines morphotypes, certains profils, et donc il faut discuter, montrer aux gens comment seront leur visage avant de proposer cette chirurgie chez des gens, donc je répète, plutôt jeunes, en bonne forme, qui ont été sélectionnés d'abord sur le plan mental et psychique pour expliquer ce qu'on propose au niveau facial, mais aussi sélectionné par rapport à la sûreté de ce geste pour qu'on soit sûr qu'il y ait une efficacité et notamment l'utilisation d'une orthèse d'avancée mandibulaire qui elle aussi a la même but, c'est-à-dire avance, et si l'orthèse fonctionne, souvent la chirurgie des bases squelettiques sera aussi efficace. Je termine au niveau chirurgical par la chirurgie nasale, qui est une chirurgie de reperméabilisation des fosses nasales, qui est une chirurgie d'amélioration de la perméation, en sachant que le fait de respirer par le nez permet de garder la bouche fermée, et donc une position plus anatomique de la langue. D'autre part, le nez sert à respirer, à humidifier l'air, à le filtrer, à le réchauffer. C'est donc une fonction très importante, et lorsque cette fonction est shuntée, la bouche est ouverte, la langue a tendance à tomber plus derrière et au minimum expose le patient à un ronflement sonore nocturne, voire plus. Voilà, peut-être ensuite nous avons... Alors, attendez, j'ai une petite image là qui me gêne, voilà. Les traitements plus secondaires, mais qui peuvent être aussi proposés dans des cas particuliers. Le traitement postural, on s'est rendu compte que certaines personnes avaient des problèmes d'apnée et d'hypopnée uniquement sur la position dorsale, quand ils sont sur le dos. À ce moment-là, il suffit de leur dire, pas de leur dire de ne pas se mettre sur le dos, mais de leur empêcher de se mettre sur le dos en mettant par exemple l'équivalent d'une boule de tennis, comme vous avez là sur ce système qu'on appelle ronflesse, qui évitera la position dorsale, mais aussi il y a des sortes de bandeaux frontaux avec un petit boîtier électronique qui va vibrer sur le front lorsque le patient sera sur le dos et fait qu'il va se remettre sur le côté. Un traitement très intéressant et notamment chez l'enfant, ce sont la prise en charge orthodontique et toute cette prévision, cette vision futuriste un petit peu du développement maxillofacial de l'enfant, c'est-à-dire qu'en regardant le profil de l'enfant, l'examen du palais, l'examen du voile, la distance l'état des amygdales, la longueur du voile, on pourra, et le mode respiratoire de l'enfant, en collaboration avec nos confrères orthodontistes, on pourra proposer un schéma thérapeutique qui aura pour but d'élargir les structures squelettiques, donc je voulais voir de les avancer, et notamment de la structure la plus importante qui est la partie moyenne, l'étage moyenne de la face, le maxillaire supérieur, qui est l'endroit où se situent les fosses nasales, et souvent cette zone-là est très rétrécie, et par des techniques type distraction comme vous avez là, eh bien vous avez un élargissement progressif, mais en quelques semaines, qui est assez remarquable, phénoménal à voir. C'est-à-dire qu'un enfant qui respire par la bouche, une fois qu'il n'a pas de végétation, que vous êtes assuré qu'il n'a pas d'hypertrophie de végétation, pas d'hypertrophie d'amygdale, et qu'il a des structures osseuses qui sont anormalement positionnées, vous pouvez corriger sa respiration et favoriser la respiration nasale, et donc repositionner la langue, tout ça en étant encadré aussi par une prise en charge kinésithérapique faciale, linguale et vélaire, qui seront tout à fait bénéfiques et permettront à des enfants qui sont en état pré-apnéique, voire apnéique, de les intercepter pour éviter qu'à l'âge adolescent ou à l'âge adulte, ce soit de véritables apnéiques patents et dont on connaît les évolutions cardiovasculaires.
Je terminerai par un traitement en développement qui peut, moi, en tant qu'ORL, me conviendrait particulièrement, qui est une stimulation du nerf hypoglosse, qui est la 12e nerf crânien, et qui est ce nerf crânien innerve le gros muscle, la masse linguale qu'on appelle le génioglosse, qui est tout l'objet de la cause du rétrécissement pharyngé. Et ce génioglosse, ce hypoglosse va être stimulé alors par différentes sortes de pacemakers. Il y a plusieurs systèmes. Là, vous avez un système qu'on appelle Genio qui va être expérimenté et évalué, qui est expérimenté et évalué en France sur cette année pour pouvoir le proposer dans des conditions bien spécifiques sur des patients bien ciblés qui nous permettront de proposer, d'augmenter la gamme thérapeutique aux patients. Ce que je veux vous dire sur au niveau du traitement, c'est que l'évolution dans le traitement, que ça soit dans l'aspect de la pression positive, que ça soit dans les orthèses, que ça soit chez l'enfant, de cette prise en charge orthodontique et tout ça, le but c'est de varier tous ces traitements, de cibler les traitements, de cibler les apnéiques. Tous les apnéiques ne se ressemblent pas. Ce ne sont pas tous des morphotypes identiques, des phénotypes identiques, et tout le travail avant le traitement, c'est de savoir à qui on a affaire pour pouvoir avoir le meilleur traitement et diversifier l'apport thérapeutique ou avoir des cartouches de remplacement lorsque l'un ou l'autre ne convient pas, car le patient reste déterminant dans le choix de son traitement, bien sûr. Et donc, cette évolution de phénotypage des types d'apnée sera déterminant dans la variété et les propositions qu'on pourra faire aux gens, voire quand ils sont en échec, de leur proposer autre chose. Voilà. Je voulais dire que le traitement du sommeil est quelque chose de très évolutif sur une spécialité qui est menée de façon brillante par des jeunes médecins dont j'ai pu apprécier toute la qualité lors de nos formations. Et je peux vous dire le grand espoir et de la sincère considération de tout ce corps professoral qui accompagne la recherche dans le sommeil et dans son traitement. Je vous remercie de votre attention. En espérant ne pas avoir été trop long. Merci Bruno. Donc, je vais enchaîner. Je suis le docteur Sandrine Launois. Je suis, comme a dit Isabelle, au Centre BioSerenity de Paris, dans le 19e. Et le sujet dont je vais vous parler maintenant, pour lequel on prendra les questions à la fin, c'est le télésuivi du traitement par pression positive continue. Bruno vous a montré les différentes techniques, toutes les options qu'on avait pour le traitement des apnées du sommeil, mais c'est vrai que numériquement, c'est quand même le traitement par PPC qui a la palme d'or. Et je vais vous parler de quelque chose que ceux d'entre vous qui sont appareillés connaissaient déjà peut-être et qui est important à connaître pour ceux qui peut-être vont être appareillés dans le futur. Alors, le télésuivi du traitement par PPC, qu'on appelle parfois télésurveillance ou téléobservance, on va revenir sur ces termes, est souvent comparé à de l'espionnage. Peut-être un petit peu moins maintenant, mais quand ça s'est mis en place, les patients parlaient souvent de mouchards. Ils avaient l'impression qu'on les espionnait et qu'on faisait de la surveillance à la Big Brother. En fait, il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit pour l'équipe soignante, le prestataire et le médecin, de surveiller avec vous comment se passe le traitement par PPC. Alors, je vous ai mis ici une des premières machines de pression positive continue. Je n'ai pas retrouvé celle de Strasbourg, qui était l'ancêtre d'une PPC qui est disponible maintenant sur le marché. Ça, c'est l'ancêtre de la PPC côté Australie. Donc, vous voyez que c'était assez rudimentaire. Et tout ce qu'on pouvait obtenir de la machine, éventuellement, en tout cas pas ce prototype, mais les prototypes suivants, c'était le nombre de tours de la turbine. Et on arrivait à avoir un chiffre approximatif d'heures d'utilisation de la PPC sur la période de temps où on traitait le patient. Ensuite, sont arrivées des machines plus sophistiquées et à l'aide d'un câble, et vous voyez qu'il y avait une multitude de types de câbles, de lecteurs de cartes, on pouvait récupérer ces données d'utilisation de la machine et on a commencé aussi à recueillir d'autres données.
En fait, depuis quand même un certain temps, les machines de PPC sont équipées pour la plupart d'une petite carte mémoire. Vous voyez ici, elle se trouve souvent sous le capot de la machine. Et cette petite carte mémoire contient des données qui peuvent être lues avec un logiciel adéquat et qui permettent de suivre au plus près le traitement du patient. Mais vous comprenez bien que là, pour pouvoir obtenir les données du traitement, il faut pouvoir tirer la carte mémoire de la machine et donc ça ne peut se faire que de manière épisodique et en tout cas pas en continu. Les données sont inscrites en continu sur la carte, mais l'analyse des données ne peut pas se faire en continu à partir de cette carte. Donc, il y a déjà, je pense, une quinzaine d'années, sont apparus des petits dispositifs qui, au départ, étaient extérieurs à la machine. Vous en avez un ici, un autre ici. Peut-être certains d'entre vous reconnaîtront celui-ci. Et ces petits dispositifs permettaient d'envoyer les données, de la manière dont je vais vous décrire ultérieurement, vers les sites internet des prestataires d'assistance respiratoire à domicile et de recueillir ces données, les mêmes données que sur la carte quasiment, mais de manière continue. Mais vous voyez que là, ça rajoute quand même un volume non négligeable à la machine, voire même un autre câble d'alimentation. Donc, c'est assez contraignant. Et désormais, les machines qui existent, qui sont prescrites actuellement, contiennent, j'ai peur de dire une bêtise, mais je pense qu'elles contiennent tous désormais un dispositif embarqué qui va permettre, si on l'active, d'envoyer tous les jours les données, alors soit par Wi-Fi, soit par GSM, peu importe, mais d'envoyer tous les jours les données sur des gros serveurs qui sont piloté par les fabricants de la machine. Chaque fabricant de machine a son énorme serveur et à partir de ce serveur, on va le voir après, on peut recueillir les données, ce qui fait que les machines sont beaucoup moins encombrantes puisqu'il n'y a pas ce dispositif externe. Alors, une association qui s'appelle Alliance Apnée du Sommeil, qui est une association de patients, et j'aime bien ce petit diagramme qui définit un certain nombre de termes que l'on entend ici et là. Il y a d'abord la téléobservance. L'observance, c'est le nombre d'heures que l'on utilise la machine par nuit. Pourquoi c'est important? Parce que plus on utilise la machine, plus on peut en voir le bénéfice. Donc, c'est quelque chose qui est important à mesurer. Et là, on se contente à distance, par un moyen comme ces dispositifs externes ou internes, d'enregistrer le nombre d'heures d'utilisation de la machine par jour. Après, la deuxième étape, qui est plus intéressante, c'est bien de voir le nombre d'heures d'utilisation de la machine, mais c'est mieux de voir aussi comment se passe le traitement, vérifier que tout se passe bien, à la fois dans le fonctionnement de la machine et dans la mise en place du traitement. On peut vérifier quelles sont les pressions dont le patient a besoin, est-ce qu'il y a des fuites au niveau du masque. On peut regarder le nombre d'heures d'utilisation par nuit en moyenne, mais on peut aussi regarder comment ça se distribue dans le temps. Certains patients, par exemple, ne mettent pas leur machine le week-end et d'autres ne la mettent que le week-end. Donc ça, c'est des informations importantes pour le médecin, pour le prestataire, pour discuter de la prise en charge des apnées du sommeil. Quand on met une machine comme ça, c'est pour éliminer les apnées. Donc, c'est important de savoir quelles sont les apnées qui restent. On peut mesurer l'index d'apnée-hypopnée sous traitement. Donc ça, ce sont toutes les données qu'on va pouvoir obtenir de la machine, comme on pouvait les obtenir de la carte mémoire, mais on les obtient tous les jours si on veut. Et puis, l'étape d'après, c'est la télésurveillance médicale, où là, dans le domaine des apnées du sommeil, pour l'instant, ça n'est pas formalisé. Le télésuivi est essentiellement analysé par les prestataires qui, éventuellement, vont demander un avis médical, mais dans les apnées du sommeil, pour l'instant, il n'y a pas de télésurveillance médicale. En revanche, pour d'autres pathologies, comme l'insuffisance cardiaque chronique, il y a des plateformes de surveillance médicale avec un médecin qui va, au jour le jour, vérifier la bonne tenue du traitement. Et il n'est pas exclu que dans les apnées du sommeil, un jour, on arrive aussi à ça. Alors, qui fait quoi dans le télésuivi? Votre médecin va prescrire le télésuivi. Vous, patient, vous allez décider d'accepter ou pas le télésuivi. Ça n'est pas une obligation.
Votre prestataire va recueillir le consentement, j'y reviendrai un petit peu après. Le fabricant de la machine va héberger les données de la machine sur un serveur sécurisé et les données vont ensuite être accessibles au prestataire toujours, au médecin qui en fait la demande et à vous par le biais soit du site du prestataire, soit d'applications qui sont mises en place par les fabricants de machines, que ce soit des applications web ou des applications smartphone sur lesquelles vous allez pouvoir vous aussi suivre ces données parce que c'est vous que ça concerne, donc c'est important que vous soyez impliqués. Alors, à quoi ça sert le télésuivi? Je vous ai dit, tous les jours, on recueille les données enregistrées par la machine, la durée d'utilisation, les apnées qui restent, la pression, les fuites. Et tout ça, c'est important pour que vous voyez où vous en êtes. Vous êtes rassuré de voir que vous n'avez plus d'apnée. Vous vous dites, tiens, bah là, il y a des fuites. Tout allait bien. Et puis, depuis une semaine, il y a des fuites tous les jours. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez inspecter votre masque, votre tuyau et peut-être être amené à appeler le prestataire pour un changement de matériel. Il y a le suivi de ces informations par le prestataire et le médecin parce que c'est important de savoir comment se passe votre traitement. Et pour ce qui est de la durée d'utilisation, il faut savoir que le forfait hebdomadaire qui est versé par l'assurance maladie au prestataire, pour l'instant, dépend encore de la durée d'utilisation. Je redis encore une fois ici que ce forfait hebdomadaire, c'est celui qui est versé par l'assurance maladie et il n'y a aucune pénalisation du patient qui n'utiliserait pas sa machine. Maintenant, ces machines sont de plus en plus intelligentes et pendant des années, le sens de l'information allait depuis la machine jusqu'aux plateformes de télésuivi. Maintenant, on peut, à partir de ces plateformes de télésuivi, parler à la machine et modifier un certain nombre de paramètres, les pressions et, pour certaines machines, les réglages de l'humidificateur. Donc, vous voyez que le télésuivi, ça sert quand même à suivre votre traitement au mieux et même éventuellement à le modifier à distance. Alors, en période de pandémie, vous comprenez que ce genre de modification des paramètres soit très intéressante et que si, dans les cas où tout se passe bien, on peut éviter quelques visites, quelques déplacements des techniciens au domicile de patients, ça contribue, on l'espère en tout cas, à la diminution de la contamination du virus. Alors, quels sont les risques du télésuivi? Quels sont les inconvénients? Alors, les patients nous posent toujours ces questions-là. La première qui revient, ce sont les ondes. Est-ce que c'est dangereux le fait que ces données remontent vers une plateforme sécurisée? Il n'y a pas de nuisances qui ont été mises en évidence, ni par la Wi-Fi, ni par le GSM. Ces données, de plus, sont transmises dans la journée. Et on estime que, a priori, dans la journée, vous ne dormez pas. Et si vous travaillez de nuit et que vous dormez dans la journée, de toute façon, les données sont transmises à quelques distances du retrait du masque. Après, beaucoup de patients se posent des questions sur la confidentialité des données. Alors, vous imaginez bien que là, il s'agit de données de santé et que les gouvernements européens sont très, très à cheval sur la confidentialité des données de santé. Les plateformes sont dûment autorisées. Alors, ASIP, je ne sais jamais ce que ça veut dire, mais c'est une agence gouvernementale qui s'occupe des données de santé, par la CNIL. Tout ça, c'est renforcé par les RGPD. L'assurance maladie a la possibilité d'accéder aux données pour vérifier les déclarations du prestataire quant à la durée d'utilisation des machines. Alors, on ne peut pas être absolument à 100% certain qu'il n'y aura jamais d'hacking de ces serveurs, mais enfin, tout est fait pour que ces données soient sauvegardées en lieu sûr, inaccessible. Elles sont anonymes pour le fabricant puisqu'elles correspondent uniquement à un numéro de série de la machine et vos données personnelles ne sont connues que du prestataire, du médecin et de vous. Alors, un autre danger, c'est le remplacement des visites physiques par les techniciens par des visites téléphoniques ou par le simple examen des données techniques. Ça, c'est un réel danger.
autant je suis assez à l'aise pour les dangers liés aux ondes et à la confidentialité des données, autant le remplacement des visites physiques par des visites uniquement techniques basées sur des chiffres, voire des courbes, là c'est un réel danger, c'est plus qu'un danger, ça se passe parfois, mais là on a été bien content d'avoir ce système et la crise sanitaire, comme vous le voyez, elle n'est pas prête de s'arrêter. Alors, est-ce que ça suffit, ce télésuivi? Parfois, oui. Voilà un exemple d'une téléconsultation que j'ai faite il y a 15 jours avec une patiente que je connais bien. Elle habite loin de la porte de Pantin. Elle ne voulait pas se promener avec les transports en commun. Donc, nous avons regardé ensemble les données de télésuivi. Là, c'est les données de télésuivi telles qu'elles sont à ma disposition sur le site du prestataire, mais on peut aussi aller regarder sur le site du fabricant. C'est une dame que je connais très bien et je sais pourquoi elle a du mal à utiliser sa machine plus de 3h30 par nuit. Et là, ça suffisait tout à fait d'avoir le télésuivi. En revanche, quand on a besoin pour certaines machines des données vraiment très précises pour aller regarder ce qui se passe dans la machine, si on a besoin d'examiner le patient, voilà, ce patient a une petite blessure au niveau de l'arête du nez, ça se voit pas au téléphone et ça se voit pas sur le télésuivi. Là, cette dame avait des fuites, on comprenait pas pourquoi, elle est venue avec son matériel. Là, elle s'allonge sur le lit de la salle de consultation et on voit qu'en fait, son harnais est mal adapté, il est beaucoup trop lâche et il n'est pas bien... qui ne tient pas bien en place. Donc, voilà, le télésuivi, il y a beaucoup de bons, il y a un petit peu de mauvais, et de toute façon, même si nous, on y est attentif et si nous, on souhaite que le plus grand nombre de patients soient télésuivis, rappelez-vous que le choix est entre vos mains. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vais arrêter de partager mon écran pour laisser la place à ma collègue, le docteur Menet, qui va vous parler des liens entre l'insomnie et le syndrome d'apnée du sommeil. Isabelle, ton micro est déconnecté. Merci Sandrine. Est-ce que le partage est correct? Est-ce que vous voyez bien ma diapo? Très bien. Oui? Oui. D'accord. Donc, comme je vous disais, je suis le docteur Menet Saber, donc je suis médecin au centre du Creusot, qui est en Saône-et-Loire. C'est un jeune centre qui a ouvert au mois de juillet et qui prospère de jour en jour, vu le contexte sanitaire. Donc, je vais vous parler d'apnée et insomnie. Ce sont deux entités qu'on pense être opposées. Avant, quand j'ai commencé en médecine du sommeil, il y a assez longtemps, on avait d'un côté les insomniaques, de l'autre côté les apnéiques. Et depuis 4 ou 5 ans, on voit que finalement, il ne faut plus séparer ces patients et qu'un insomniaque peut être apnéique et un apnéique insomniaque. C'est de ça dont je vais vous parler. Alors, quelle est la poule, quel est l'œuf? C'est vrai que c'est difficile de savoir si c'est l'insomnie qui provoque les apnées, ce sont les apnées qui provoquent l'insomnie. Donc, on va voir ça un petit peu plus loin, comment ces deux entités sont mélangées. Et la littérature montre qu'il y a une coexistence de ces deux syndromes dans 39 à 48% des cas. Alors, on voit souvent des patients qui disent « je ne comprends pas, j'aimais bien ma PPC, mon observance est très bonne, par exemple 7 à 8 heures par nuit, et pourtant je dors mal ». Donc, il ne faut pas seulement se fier aux chiffres du télésuivi, il faut se fier aussi à ce que peut dire le patient. C'est important de garder les consultations, même en téléconsultation, de demander au patient comment il se sent, si son sommeil a été réparateur, si son sommeil est continu, s'il a des difficultés à s'endormir le soir ou si, par exemple, s'il a des réveils matinaux trop précoces. Dans ce cas-là, on va s'orienter vers une insomnie qui sera associée aux apnées du sommeil. D'autre part, on a des patients qui dorment mal. Et avant, on s'orientait donc vers des consultations d'insomnie avec les thérapies dont nous allons parler après. Mais maintenant, même chez des femmes qui ne sont pas somnolentes, il faut vraiment rechercher s'il n'y a pas des apnées du sommeil associées. Donc là, vous avez un agenda. Je remercie Sandrine pour cet agenda. C'est un agenda du sommeil. Donc pour faire le diagnostic d'insomnie, c'est un diagnostic qui est clinique. Les examens du sommeil nous apportent des choses pour rechercher, par exemple, des comorbidités ou des origines à cette insomnie. Mais là, on voit dans la partie supérieure que le sommeil est très étalé avec beaucoup de somnolence, beaucoup d'arrêt du sommeil. Et là, après un traitement dont on n'a, je crois, pas parlé, mais c'est pour montrer comment un traitement peut modifier
simplement avec des écarteurs narinaires, le sommeil est beaucoup plus concentré, les horaires de lever et de coucher sont beaucoup plus réguliers et on n'a plus de phase de sommeil pendant la journée. Et là, j'imagine que les notes sont bien meilleures. On ne voit pas beaucoup les notes, que c'est un peu petit. Autre moyen de vérifier que votre patient dort mal, c'est ce questionnaire EASY qui s'appelle échelle de sévérité de l'insomnie. Alors, on ne voit pas très bien non plus, mais vous pouvez le retrouver facilement sur Internet. Vous faites échelle de sévérité de l'insomnie. Donc, dans ce questionnaire, on va à la fois s'intéresser à la sévérité de l'insomnie. L'insomnie, ça se traduit par des personnes donc, qui ont du mal à s'endormir le soir ou des réveils nocturnes avec difficulté à se rendormir ou un réveil matinal trop précoce ou les trois signes à la fois et surtout des symptômes diurnes. Quelqu'un qui aura uniquement des symptômes nocturnes, l'insomnie sera beaucoup moins sévère s'il n'y a pas de répercussions la journée. Et notamment, il y a des personnes qui pensent ne pas dormir de la nuit. On enregistre leur sommeil et on voit que finalement, ils dorment 7 à 8 heures. Après, c'est difficile pour nous de les convaincre que finalement, ce sont de bons dormeurs, même si leur ressenti ne correspond pas à ce qu'on note dans l'enregistrement du sommeil. Donc, on va noter aussi dans ce questionnaire les conséquences sur le quotidien. Est-ce que cette insomnie va perturber le patient au niveau de son travail, au niveau de sa famille, au niveau de ses relations sociales, sa satisfaction par rapport à son sommeil? Comme vous savez, il y a des personnes qui sont satisfaites de rien. Elles ne sont pas satisfaites de leur sommeil non plus, même si leur sommeil paraît excellent au niveau des chiffres. Et le ressenti, donc, est important. Donc, après, on établit un score et ensuite, on voit si la personne a ce paramètre d'insomnie ou pas. Ce questionnaire peut servir aussi donc, à surveiller un patient qui est sous PPC, un patient que l'on suit en télésuivi ou en présentiel. Donc, on peut lui faire passer ce questionnaire pour voir si l'insomnie qu'il avait avant persiste ou pas. Autre façon d'enregistrer la satisfaction et le sommeil effectif du patient sans le faire venir à l'hôpital ou enregistrer son sommeil sur une seule nuit, c'est de lui faire porter ce petit boîtier sur le poignet non directeur. Donc, ça va enregistrer son activité. Après, on peut le faire sur 15 jours à 3 semaines. Ça s'appelle l'actimétrie. Et donc, après, on obtient un schéma comme celui-ci. Et là, on voit pendant la nuit, par exemple, qu'il y a peu d'activité. Donc, ça permet de voir les patients qui nous disent mal dormir. Et quand on enregistre leur activité, on voit que finalement, la nuit, ils sont très calmes. On peut rester tout à fait à regarder le plafond, à ne pas bouger, mais ça apporte quand même beaucoup d'informations par rapport au rythme veille-sommeil et activité-repos du patient. Alors, quelles sont les conséquences de cette association d'apnée et d'insomnie? Ça donne un sommeil réparateur qu'on peut avoir autant quand on a des apnées que quand on a de l'insomnie. Les apnées ne vont pas être traitées ou pas assez, puisque le patient dormira simplement quelques heures et non pas toute la nuit ou le temps qu'on pourrait attendre pour une nuit normale. Et donc, le risque cardiovasculaire sera majoré puisqu'il ne sera pas traité pour les apnées. Et il est aussi, on a constaté aussi que le risque cardiovasculaire existe en cas d'insomnie, même sans apnée du sommeil. Alors, différentes techniques pour prendre en charge ce syndrome qui est associé à la fois apnée et insomnie. Donc, on va voir dans quel sens on traite le patient. Est-ce qu'on traite son insomnie en premier ou est-ce qu'on traite ses apnées? Donc, le traitement pour traiter l'insomnie classique, qui marche le mieux, beaucoup mieux que les médicaments, c'est la TCC. Alors, la TCC, ça veut dire thérapie cognitivo-comportementale. On va agir sur 3 pôles, à la fois au niveau de l'éducation au sommeil. Par exemple, comme disait Damien Daven dans un topo précédent, ou Sandrine Launois, éviter de se coucher tard, de rester tard sur les écrans, de surveiller son téléphone toute la nuit, d'avoir de la lumière dans la chambre, d'avoir son téléphone sous l'oreiller. Donc, agir sur les comportements, ne pas rester dans son lit 12 heures, par exemple, pour dormir que 3 heures. Il faut vraiment avoir un sommeil efficace et agir aussi sur ses pensées. Comme disait Isabelle Poirot dans un topo précédent, avoir des pensées positives autant au moment de l'endormissement que le matin au réveil, ça peut éviter le cercle vicieux de l'insomnie qui va nous empêcher de dormir avec toutes ces pensées négatives qui tournent en boucle au cours de la nuit et qui font regarder le plafond et que le sommeil ne vient pas. Et surtout, ne pas essayer de dormir. Le sommeil vient tout seul par des mécanismes hormonaux que nous ne détaillerons pas ici, puisqu'il faut laisser la place aux questions. Alors, cette TCC a vraiment
recommandé, puisque vous voyez sur la ligne du dessus qu'il y a une recommandation forte des instances internationales, et elle est bien avant les thérapies comme les antidépresseurs, les anxiolytiques, tous les somnifères, et bien avant aussi les autres thérapies qui peuvent être utilisées comme adjuvantes. Mais pour la TCC, la preuve est vraiment forte d'efficacité. Alors, et les somnifères, vous allez me demander. Donc déjà, les somnifères sont contre-indiqués, surtout les benzodiazépines en cas d'apnée non traitée, puisqu'elles vont pouvoir allonger la durée des apnées. Et en allongeant la durée des apnées, on peut parfois risquer des morts subites pendant le sommeil. Donc préférez, si vraiment vous ne pouvez pas vous passer de médicaments, les non-benzos. Donc ce sera surtout des médicaments comme les antihistaminiques ou les somnifères non-benzodiazépines, comme le zolpidem par exemple. Alors, les autres traitements pourront être adjuvants. Donc là, on aura l'hypnothérapie, la luminothérapie, l'activité physique, la mélatonine et la phytothérapie. Donc tous ces traitements vont aider à traiter à la fois l'insomnie, mais aussi l'insomnie associée aux apnées du sommeil. Ce sont des adjuvants, ça ne va pas ouvrir vos voies respiratoires comme le fera la PPC ou l'orthèse d'avancée mandibulaire. Alors, conduite à tenir, si l'insomnie est vraiment importante, vous comprendrez que le patient ne va pas pouvoir supporter sa PPC. Donc, on va déjà s'occuper de l'insomnie et on s'occupera ensuite après des apnées. Par contre, si l'apnée du sommeil est vraiment sévère, on va commencer par traiter les apnées et l'insomnie va déjà bien régresser. Et ensuite, si l'insomnie persiste, on va s'occuper de son insomnie. Je vous remercie et maintenant, je laisse la place aux questions puisqu'il nous reste 20 minutes pour les questions. Merci Isabelle. On va peut-être commencer par les questions qui concernaient les questions qu'on pose à l'ORL. J'en ai vu passer une. Oui, effectivement. Sur les orthèses, Bruno. Il y a plusieurs personnes qui demandaient si elles entraînent des effets indésirables. Alors oui, j'ai une question là qui est de Madame Castro. Est-il intéressant d'utiliser ensemble l'orthèse et la pression positive? Alors ensemble, dans le même temps, non. Mais orthèse et PPC peuvent être utilisés en association sur une semaine. Par exemple, des gens qui partent en vacances ou sur un week-end ont tendance effectivement à privilégier l'orthèse sur un temps court et reprendre leur PPC lorsqu'ils sont chez eux. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que la prise en charge par la sécurité sociale ne se fera pas sur les deux traitements et que la PPC ne pourra être prise en charge que s'il n'y a pas d'orthèse. Donc l'orthèse, généralement, dans ce cas-là, sera à la charge du patient. L'orthèse de la part de Madame Delgrange, l'orthèse ne crée-t-elle pas des problèmes d'articuler plus tard, douleurs, déformations? C'est tout l'intérêt. Si vous voulez, l'orthèse n'est pas un traitement plus simple. C'est pas un traitement non plus dénué de tout effet. Il y a des inconvénients et dans tous ces traitements, il faut en connaître l'efficacité. Pour ça, il faut contrôler donc l'efficacité de l'orthèse en faisant un nouvel enregistrement du sommeil et ensuite, à terme, surtout contrôler l'évolution, au moins par une consultation tous les 6 mois avec son dentiste, soit le dentiste qui vous a mis, ou l'orthodontiste, ou le stomato qui vous a mis, ou l'ORL quelquefois qui vous a mis en place l'orthèse, ou votre dentiste traitant qui contrôlera l'évolution de votre état occlusal et surtout aussi de votre gencive. La mise en place d'une orthèse nécessite donc un suivi d'efficacité, un suivi de l'absence de conséquences locales en bouche pour éviter toute détérioration, notamment parodontale, qui va aboutir à une mobilité dentaire et à une modification de l'état occlusal. Donc, c'est effectivement un traitement sur lequel il faut être vigilant. Et ce n'est pas plus simple, c'est efficace, mais il faut être aussi vigilant sur le suivi de ces traitements. Et une autre question, Bruno, quel est le lien entre les apnées et le reflux gastro-œsophagien, c'est-à-dire les remontées acides? Alors, le lien ou la cause, on ne peut pas dire que le reflux pharyngo-œsophagien soit une cause d'apnée. On peut dire que c'est un facteur
aggravant sur une prédisposition anatomique ou d'état anatomique des muqueuses ORL dans la partie pharyngée. Et c'est sûr que un repas trop abondant, des reflux trop abondants vont avoir un effet inflammatoire sur la muqueuse, comme peut l'avoir le tabac, comme peut l'avoir l'alcool, épaissir vos muqueuses et donc perdre quelques millimètres et faciliter le collapsus ORL, collapsus du pharynx. Alors, tu parles de l'estomac, donc là, on va passer à l'aérophagie, puisqu'on a une question sur l'aérophagie. Comment on peut faire pour remédier à l'aérophagie? Alors, l'aérophagie, effectivement, bon, les traitements anti-reflux peuvent être aidants. Et ensuite, il faut voir au niveau du réglage de votre machine, voir un changement de machine pour régler la pression. Il y a sur ces machines assez intelligentes aussi des systèmes qui protègent, qui évitent l'aérophagie et certains appareils, certaines PPC qui peuvent être changés aussi dans les cas d'aérophagie qui aboutiraient à une intolérance et à l'arrêt du traitement. Donc, c'est quelque chose effectivement à prendre en charge, soit par des traitements médicaux pour éviter les reflux qui sont associés et par des réglages de machines en expliquant bien à votre médecin qui suit votre PPC et votre prestataire qu'est-ce qui se passe un petit peu au niveau de ces reflux. Alors moi, j'aurais voulu répondre à une question très pertinente de Coralie qui demande, peut-être en tant que patiente ou en tant que patiente potentielle ou conjointe d'un patient, pourquoi est-ce qu'on a seulement accès aux données de base et pas aux données complètes de la machine? Effectivement, les applications ou les extranets des prestataires vers les patients sont souvent un peu expurgés. On a la durée d'utilisation la nuit qui vient de s'écouler, et puis on peut avoir des petits graphiques montrant l'évolution. On a le nombre d'apnées qui restent, et on a souvent une espèce de score d'étanchéité du masque ou de bon placement du masque qui conduit dans certaines applications à une note. Alors, l'idéal est d'avoir 100%, et donc on essaye toujours de se rapprocher de ce 100%. C'est effectivement une question qu'on pourrait se poser. Et moi, il me semblerait très intéressant qu'il y ait en premier abord des données très simples, mais que pour les patients qui veulent aller un petit peu plus loin, et notamment pour ce qui est des fuites, je trouve que ça serait très bien que les patients aient accès aux courbes des fuites d'une manière assez graphique, de manière à pouvoir corriger l'étanchéité de leur masque. Donc, je n'ai pas de réponse à la question de pourquoi. C'est sans doute parce que c'est pour simplifier, pour pas que le patient se noie dans des tonnes de chiffres qui, même pour nous, ne servent pas à grand-chose. Mais c'est une bonne question, oui. On aimerait bien que les patients aient des données un petit peu plus exhaustives de leur machine. Et puis, il y avait Sandrine, aussi… pardon. Oui, pourquoi on déconseille les masques faciaux? Il y a une question. C'est vrai qu'avant, on en mettait beaucoup, maintenant, on en met de moins en moins. C'est une question pour l'ORL, ça, parce que quand on met un masque facial, on facilite la respiration buccale déjà, et donc la respiration buccale n'est pas propice au bon fonctionnement de la gorge, parce que quand on ouvre la bouche, ça déplace les structures, la base de langue et puis certaines autres structures vers l'arrière. Et ça rétrécit l'orifice pharyngé. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas une bonne idée. Deuxième chose, et donc de ce fait, on est obligé d'augmenter la pression pour bien corriger les apnées. Donc, soit on augmente la pression et souvent ça s'accompagne de plus de fuites, soit la pression n'augmente pas et ça s'accompagne de plus d'apnées. Un masque facial, en plus, a une zone d'apposition avec la peau qui est beaucoup plus importante qu'un masque nasal. Donc, c'est d'autant plus de raison d'avoir de fuite. Et dernière chose, alors là c'est plutôt un aspect bénéfique, ça permet un petit peu de faire une chambre d'humidification de l'air inspiré, et ça peut aider certaines personnes qui ont une sécheresse buccale importante. Mais on en mettait beaucoup avant pour pas avoir à se poser de questions. Il y a des fuites, et ben tant pis, on met un masque complet, ça ira plus vite. Mais en fait, on sait qu'avec ce masque, il faut augmenter les pressions et qu'on a souvent plus de fuites. Et peut-être que Bruno, tu veux compléter cette… Non, oui, tout à fait. Moi, c'est sur le plan anatomique, le recul de la mandibule qui est favorisé par et l'aggravation des apnées. Hein, voilà. Et puis, pour les patients claustrophobes,
c'est pas très agréable, très confortable. Il y avait une question importante, c'est une question qui est pas mal débattue, c'est savoir, je pense que beaucoup d'entre vous se posent la question, savoir si le fait d'avoir des apnées du sommeil était un facteur de risque de forme grave de Covid. C'est une question qui a fait couler pas mal d'encre. Beaucoup de patients apnéiques ont des comorbidités ces comorbidités sont des facteurs de risque avérés de forme grave de Covid, en particulier l'obésité et le surpoids. On a quelques petits signaux que peut-être les apnées du sommeil en elles-mêmes, lorsqu'elles ne sont pas traitées, exposent à des formes plus graves de Covid. Mais pour l'instant, rien ne permet de l'affirmer. Alors, il y a beaucoup de questions. Donc, une question de Muriel qui se réveille toutes les nuits à 3 h du matin. Donc, elle s'endort bien, elle prend de la mélatonine et elle est réveillée donc, entre 2 et 2h30, elle n'arrive pas à se rendormir. Elle a une PPC, a priori, je pense qu'elle parle d'appareil, ça doit être une PPC, et elle a du mal à s'adapter. Donc, si ça fait 3 semaines, j'encourage Muriel à persister, à continuer à prendre la mélatonine et peut-être à faire comme une autre personne demandait, de la sophrologie, peut-être entre 2 h et 3 h du matin, puisque c'est à ce moment-là qu'on a fini le sommeil profond et qu'on a des réveils beaucoup plus faciles et qu'on a du mal à se rendormir. Alors, j'aimerais aussi répondre à la question de Christine, qui dit qu'elle est suivie par PPC, mais qu'elle a de l'insomnie, qui l'empêche de s'endormir avec l'appareil. Et donc, elle subit des reproches de la part du prestataire par rapport à l'utilisation moyenne par nuit, bien sûr, et prise en charge par la Sécu. La question est, est-ce normal? Bien, non, évidemment, ça n'est pas normal. En fait, il faudrait exprimer l'utilisation de la PPC en pourcentage du temps de sommeil. Quelqu'un qui dort 8 heures par nuit, l'objectif, c'est qu'il ou elle utilise sa machine 8 heures par nuit. Quelqu'un qui dort 4 heures par nuit et qui utilise sa machine 4 heures par nuit, eh ben, c'est fantastique, c'est 100% du temps de sommeil. Donc, il faut que le prestataire soit informé de ces troubles du sommeil qui raccourcissent la durée de sommeil et donc forcément mathématiquement la durée d'utilisation. Il n'est pas question de faire des reproches aux patients, il faut l'aider. Certains prestataires ont des coachs ou des infirmiers qui peuvent orienter, donner des conseils d'hygiène de sommeil, comme ce dont on a parlé tout à l'heure dans le webinaire de l'INSV, et en tout cas, en dernier recours, adresser le patient vers son médecin du sommeil pour mettre en place, si possible, les techniques dont Isabelle parlait. Et puis, en ce qui concerne la prise en charge Sécu, il faut bien garder en tête que c'est le forfait qui est versé par l'assurance maladie au prestataire qui va dépendre de la durée d'utilisation et en aucun cas une somme résiduelle que le patient devra payer. Et donc là, le rôle du prestataire, c'est de vous aider à mieux dormir si c'est possible ou si ça n'est pas possible, à tolérer une observance qui n'est pas folichonne. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui parle aussi, c'est Coralie encore, qui est appareillée depuis 1 an, qui dort toujours mal, donc ça, je passerai à Isabelle, comment faire, mais les résultats sont bons. Je pense que c'est les résultats vis-à-vis des apnées, avec un masque nasal. Coralie bouge encore plus qu'avant, dort toujours la bouche ouverte. Elle ne souhaite pas mettre une mentonnière. Il y a un de mes patients l'autre jour qui a dit non, la mentonnière, ça sera pour quand je serai mort. C'est vrai que dormir avec un masque et une mentonnière, c'est un folichon. Donc effectivement, d'abord, il faut essayer de comprendre pourquoi il y a une ouverture de bouche au cours de la nuit, et ça, il va falloir demander au docteur Montpessin ce qu'il en pense. Et puis, s'il n'y a aucune façon d'empêcher cette ouverture buccale, effectivement, il y a des masques complets qui sont moins énormes que ce qu'il y avait avant, qui sont plus confortables, et en tout cas beaucoup plus confortables qu'une mentonnière. Donc Bruno, qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un se plaint d'avoir la bouche ouverte?
Effectivement, l'examen ORL est important pour savoir la fonctionnalité des fosses nasales, qu'est-ce qui se passe au niveau de la perméation de ces fosses nasales. Donc, faire un examen endoscopique, l'avis ORL est important de faire un examen endoscopique, fibroscopique des fosses nasales, de l'arrière-nez, pour voir aussi un obstacle. La seule chose, c'est que quelqu'un qui respire depuis 30 ans, 20 ans par le nez a des structures osseuses et ce depuis l'enfance souvent. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, cette interception à envisager suffisamment tôt pour élargir les fosses nasales. Si quelqu'un l'a ça depuis des années, ces structures osseuses et musculaires sont effectivement fixes et la respiration, notamment la nuit lors du relâchement musculaire, est plus buccale. C'est tout un problème. Et c'est pas en opérant quelqu'un à 50 ans qui a respiré pendant 30 ans par la bouche qu'il va respirer par la bouche, même s'il a des fosses nasales bien libres. Par contre, vous avez aussi des fosses nasales qui, sous l'effet de la PPC, pour des raisons thermiques, pour des raisons pressionnelles, va entraîner une certaine inflammation de la muqueuse nasale, boucher les fosses nasales avec tout un cortège de symptômes d'écoulement nasal, de perte un petit peu d'odorat, d'obstruction qu'on appelle la bascule, c'est-à-dire qu'on se couche d'un côté, ça se bouche sur une fosse nasale, on se tourne de l'autre côté, ça se bouge de l'autre, ça se débouche en fonction de la position. Ça, ce sont des rhinites vasomotrices liées à l'effet de la pression, liées à l'effet thermique de la PPC, et ça peut se corriger médicalement, voire avec des petites cautérisations de la muqueuse. Voyez, il y a des effets donc des problèmes anatomiques anciens qui eux pourraient être corrigés chirurgicalement si c'est pas trop tardif, et des effets directs de la PPC sur le nez, parce que le nez est quelquefois très fragile, même en dehors de problèmes allergiques, et avoir des réactions sur la muqueuse inflammatoire qui pourront bénéficier de traitements médicaux. Et est-ce que, Isabelle, tu pourrais conclure, puisqu'on arrive à 18h, avec une question qui est revenue sous plusieurs formes. Qu'est-ce qu'il faut penser des montres connectées, de tous ces gadgets qui analysent notre sommeil et peut-être nous aident à dormir ou pas? Alors, c'est vrai que ce qui est bien dans ces objets connectés, c'est que ça sensibilise les personnes par rapport à leur sommeil, ça sensibilise par rapport à l'heure d'endormissement, à la durée de sommeil, mais la plupart ne sont pas validés scientifiquement. Donc, il ne faut pas se limiter à ces résultats. Et si on a vraiment un trouble du sommeil, ne pas hésiter à consulter dans un centre du sommeil. Donc, ne pas croire tout ce que ces montres connectées nous disent. Là, je vous ai montré un actimètre qui est validé. Bon, c'est vrai que c'est un actimètre de laboratoire et qu'on ne peut pas s'acheter individuellement. Donc, c'est bien, mais ça a des limites, les objets connectés. Et puis, éviter d'avoir la lumière au plafond, par exemple, parce que c'est vraiment dramatique quand on essaye de se rendormir la nuit, de savoir l'heure. Quand on était dans notre grotte, on n'avait pas l'heure, on n'avait pas la lumière. Il faudra essayer de retrouver cet environnement-là pour mieux dormir et aller courir la journée. Voilà, cette proposition de retourner en âge d'or, on va terminer ce webinaire en remerciant le docteur Menet de l'avoir organisé, en remerciant l'INSV de nous avoir hébergés, en vous remerciant de toutes vos questions. On n'a pas pu répondre à toutes les questions. En tout cas, merci, et on sera peut-être amenés, nous, à refaire des webinaires, donc on vous tiendra au courant. Merci à tous. Merci Isabelle. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.